à tous. Alors, je ne sais pas si vous avez correctement le son. Euh, Hop, parfait, très très bien. Bon, bah, impeccable. Alors, il est 33. Je ne sais pas si on attend d'autres participants. En attendant que les autres personnes se connectent, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette conf. Donc, je m'appelle Olivia Anselme, je suis gynécologue obstétricienne à la maternité Port-Royal à Paris et l'objectif là de cette conf, c'est vraiment d'essayer de balayer tout le programme, d'obstétrique pour, que vous ayez en tête, les notions importantes. Donc, on va faire, beaucoup de rappels, au cours de cette conf, des rappels de cours sur des choses essentielles et puis, vous expliquer un peu comment aussi les choses peuvent être présentées, dans des questions pour que vous puissiez vous, ne pas être, désarçonnés par l'obstétrique, qui est pas forcément une spécialité très évidente quand on n'est pas passé en stage. Donc, voilà, l'idée là, c'est, de vous mettre en main, toutes les notions, en insistant bien sûr sur les rangs A et sous la forme, vous allez voir de questions pour, rendre les choses un peu plus sympas et pas faire, comme un cours de fac. Donc voilà, ça va être à chaque fois, très synthétique et ça va vraiment à l'essentiel. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans le chat au fur et à mesure et je réponds, à chaque fois que je vois que vous apparaissez et quand, voilà, si jamais il y a des problèmes techniques, dites-moi aussi, comme ça j'essaye de changer des choses au niveau de la connexion, mais là normalement ça devrait bien fonctionner. Donc voilà. Et ben, écoutez, c'est parti. Hop. Alors on va commencer. 1re question, combien de consultations prénatales sont prises en charge à 100 par l'assurance maladie? Entretien prénatal précoce et consultation d'anesthésie exclus. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas palpitantes, mais il est hyper important que vous connaissiez, exactement, les, modalités de remboursement, du suivi prénatal. Donc le nombre de consultations, c'est 7. Il y a 7 consultations qui sont, prévues, dans le suivi prénatal. Donc c'est les fameuses, 7 consultations obligatoires. Ça vous avez le rappel ici. À gauche, c'est ce que vous voyez. Il y a, ces consultations peuvent être faites par le médecin traitant, par la sage-femme et par le gynécologue, en maternité, en libéral ou en PMI. Ça, c'est ces 7 consultations qui sont destinées vraiment au suivi de grossesse. Et en plus de ça, il y a, une consultation d'anesthésie qui est prévue et qui est remboursée à 100 Elle doit être faite au 8e mois de grossesse et il y a l'entretien prénatal précoce qui est également pris en charge à 100 qui a un moment d'échange qui est là pour parler, des modalités, d'accueil de l'enfant, des éventuelles, difficultés qui peuvent être pas uniquement médicales, mais aussi sociales et psychologiques et pour identifier les besoins en termes d'accompagnement. Donc ça se fait à partir du 4e mois de grossesse. On appelle ça souvent l'entretien du 4e mois, mais le vrai terme, c'est entretien prénatal précoce. Il peut être fait également par un médecin traitant, une sage-femme ou un gynécologue. Alors attention, il y a une petite discordance entre ce que dit, l'assurance maladie et ce que dit la HAS sur, ces consultations puisque, l'assurance maladie dit que la première consultation doit être faite avant la fin du 3e mois, alors que la HAS recommande une consultation préconceptionnelle qui n'est quasiment jamais faite, une première consultation avant 10 semaines d'aménorrhée et une 2e consultation avant 15 semaines, c'est-à-dire avant la fin du 3e mois. Vous voyez qu'il y a un petit peu de discordance. On est, souvent obligé d'avoir cette consultation assez précoce, avant 10 semaines d'aménorrhée, parce que c'est là qu'on va prescrire l'examen, les examens biologiques et l'échographie du 1er trimestre. Voilà, je vous ai mis également les consultations recommandées, mais non obligatoires. Les 3 échographies ne font pas partie des examens obligatoires, donc l'échographie de 12, 22 et 32 semaines. Mais les femmes passent à 100 à partir du 6e mois de grossesse pour la prise en charge.
Il y a également un bilan bucco-dentaire qui peut être fait chez un dentiste, qui fait pas partie des consultations obligatoires, mais qui est recommandé et qui est pris en charge à 100 % et puis il y a les 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité qui sont, des séances sous la forme de cours collectifs ou de séances individuelles qui sont là pour préparer la femme à l'accouchement et à l'accueil de l'enfant et qui sont très souvent faites par des sages-femmes et qui peuvent être faites également par des médecins, sans problème. Deuxième question, j'avance, hein, si vous n'avez pas de questions, je continue. Au-delà de quel volume de sang en millilitres pose-t-on le diagnostic d'hémorragie du postpartum? Donc ça, c'est vraiment une question, hyper importante parce que, cette définition, il faut que vous la connaissiez bien. On la pose dans plein de questions. Effectivement, c'est 500 millilitres. Donc il y a quelques nuances à connaître aussi autour de cette définition. On va parler d'hémorragie précoce lorsqu'elle survient dans les 24 heures et ça concerne 5 à 10 % des femmes. On va parler d'hémorragie, sévère si c'est plus de 1 litre, c'est 2 % des femmes et puis on appelle une hémorragie secondaire, une hémorragie qui arrive après 24 heures et jusqu'à 12 semaines après l'accouchement. Vous voyez, ça peut être, très, très prolongé. Je vous ai mis ici un exemple de ce que c'est qu'un ballon de tamponnement, intra-utérin parce que, vous pouvez, avoir des questions sur la prise en charge et si vous n'êtes pas passé dans un service d'obstétrique en salle de naissance, vous n'avez, pas forcément vu ce que c'était que ce ballon intra-utérin. Le ballon intra-utérin, c'est un dispositif qui permet, de, résoudre les hémorragies. C'est pas préventif, hein, c'est vraiment un traitement. C'est, comme une sonde de Foley, qu'on pourrait mettre dans la vessie, sauf que là, c'est une sonde qu'on va mettre dans l'utérus stérilement et le ballon va gonfler jusqu'à 500 cc et ça va venir comprimer tous les vaisseaux qui étaient en regard du placenta et qui sont les vaisseaux qui n'arrivent pas à se refermer et qui saignent. Donc ça va venir, faire ce tamponnement interne. Ces vaisseaux, en fait, au bout d'un moment, bah, ils vont, quand même, se refermer physiologiquement et le saignement va s'arrêter. Donc quand on enlève le ballon quelques heures plus tard, eh bien, le saignement est interrompu. Donc ce qu'il faut comprendre dans l'hémorragie, c'est normalement, c'est la rétraction de l'utérus qui permet de comprimer les vaisseaux. Mais cette rétraction, elle n'est pas toujours, ni suffisante, ni présente et donc à ce moment-là, ça va conduire à une hémorragie. C'est le mécanisme de l'atonie utérine qui est le mécanisme le plus fréquent pour, expliquer les hémorragies de la délivrance. Alors je vous ai mis ici, les recommandations de prise en charge de l'hémorragie qui datent de 2014. La prise en charge de l'hémorragie, c'est vraiment une prise en charge en double équipe. Une équipe obstétricale d'un côté, une équipe anesthésique de l'autre et les 2 vont bien sûr communiquer et collaborer. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Dans le premier temps de l'hémorragie, à partir du moment où on arrive à 500 cc, on enclenche ce premier temps. On va mettre en place un sac de recueil pour quantifier les saignements. On va mettre une, sonde urinaire parce que si la vessie est pleine, ça empêche l'utérus de se rétracter. On va faire une délivrance artificielle si la patiente n'est pas délivrée, c'est-à-dire on va mettre la main dans l'utérus pour retirer le placenta et on va faire une révision utérine dans la foulée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a retiré le placenta, on remet la main dans l'utérus pour enlever les caillots, les membranes, etc. Et ça se fait sous antibioprophylaxie. Ensuite, on va essayer de provoquer la rétraction de l'utérus. Donc, on va masser l'utérus pour stimuler sa contraction. On va, vérifier qu'il n'y a pas de déchirure au niveau du col et du vagin au moyen de valves. On appelle ça donc la révision du col et du vagin ou de la filière génitale sous valve et on va suturer ce qui saigne. Et puis, on va mettre de l'ocytocine qui a pour objectif à nouveau de contracter l'utérus. Pendant ce temps, les anesthésistes, ils posent une deuxième voie, ils mettent de l'oxygène, ils la monitorent, ils la remplissent, ils la soulagent parce que vous ne pouvez pas faire du tout ça si la patiente n'est pas correctement soulagée et ils font partir un premier bilan. On veut essayer d'aller vite dans la prise en charge de l'hémorragie parce que si on perd du temps, la patiente risque
à ce moment-là de développer des troubles de l'hémostase et les saignements vont se majorer. Donc il faut que maximum, au bout de 30 minutes, on enclenche le deuxième temps, si l'hémorragie est toujours active. Donc le deuxième temps, c'est le sulprostone, qui est une prostaglandine, qui va être un médicament très efficace pour lutter contre l'hémorragie. Éventuellement, si le sulprostone ne fonctionne pas, le ballon dont je vous ai parlé juste avant. Et puis, au bout maximum de 30 minutes de sulprostone, si l'hémorragie perdure toujours, on va passer à un troisième temps de technique. Soit la patiente est stable sur le plan hémodynamique et on peut faire une embolisation, soit la patiente est instable et on peut passer au bloc opératoire pour faire des techniques chirurgicales, notamment des ligatures, des capitonnages, des choses comme ça qui permettent de contracter l'utérus, de diminuer la vascularisation en essayant de préserver l'utérus, mais en dernier recours, on peut avoir besoin de faire une hystérectomie d'hémostase. Je vous ai mis aussi en haut à gauche ici, vous voyez l'acide tranexamique, parce que on sait que c'est un antifibrinolytique, c'est un médicament qui a démontré son efficacité dans la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance et qui n'a pas été inclus dans les recommandations qui sont un peu anciennes parce que les études sont postérieures. Mais aujourd'hui, dès le premier temps de l'hémorragie, on va utiliser l'acide tranexamique. Donc, je vous propose de le mettre si on vous pose la question. Alors, on me demande qu'est-ce que c'est DA? DA, c'est délivrance artificielle. La délivrance, c'est le fait d'enlever le placenta. La délivrance artificielle, c'est le fait de mettre la main pour le retirer nous-mêmes. La délivrance dirigée, c'est encore autre chose, c'est ce que je vous montre ici. Donc ça, c'est la DD. C'est le fait de mettre, au moment du passage des épaules, quand le bébé est en train de sortir, de l'ocytocine, 5 à 10 unités en IVL, pour réduire le risque de l'hémorragie de la délivrance. Donc, on appelle ça l'APO, administration prophylactique d'ocytocine. Et ça, c'est quelque chose qui est majeur et qui est recommandé pour toutes les femmes. Toutes les femmes doivent avoir une APO au passage des épaules. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Et donc, l'ocytocine que vous mettez dans le premier temps de l'hémorragie, cette dose, elle vient en plus de la dose que la patiente a déjà reçue normalement au passage des épaules. Voilà. Alors, je continue. Quelle est la valeur seuil en millimètres utilisée à l'échographie du col pour poser le diagnostic de menace d'accouchement prématuré? Alors ça, c'est très important. Dans les recommandations, les choses ne sont pas forcément toujours bien comprises, donc on va repartir de ces recommandations. Les recommandations, c'est 25 millimètres pour enclencher la prévention de l'accouchement prématuré. Alors, qu'est-ce que c'est finalement qu'une menace d'accouchement prématuré? Une menace d'accouchement prématuré, c'est le fait d'avoir un col qui se modifie et des contractions utérines. À ce moment-là, on va dire que la patiente a une menace d'accouchement prématuré. On estime qu'il y a un risque qu'elle accouche prématurément. Pour dire que le col est modifié, il y a 2 examens. Le toucher vaginal, qui donne des informations sur la longueur, la tonicité, la position, la dilatation du col et la hauteur de la présentation. Donc, normalement, un col, c'est long, tonique, postérieur fermé avec une présentation haute. C'est quelque chose qui est quand même un petit peu subjectif, mais ça reste quelque chose de valable dans les recommandations. On peut utiliser tout à fait le toucher vaginal pour dire que la patiente a une menace d'accouchement prématuré. L'échographie du col, ça va donner une indication uniquement sur la longueur du col. C'est ce que vous voyez là sur le cliché d'échographie. On voit la longueur du col qui est là en coupe sagittale avec l'orifice interne du col qui est ici du côté de la poche que vous voyez en noir avec la tête du bébé. Je ne suis pas sûre que ce soit la tête, là on voit pas très bien, mais la présentation ici. Et l'orifice